Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, on aborde un autre sujet qui est comment encourager les entreprises à s'impliquer plus dans la formation et l'emploi des jeunes aujourd'hui. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Abbas Savané, Regional HR Manager à BIA Mali, et M. Cheikh El Mokhtar Kone, recteur de ISC Business School. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Sans plus tarder, nous entamons directement avec la discussion avec nos deux invités qui sont présents sur le plateau. Ok, donc, bonjour, chers messieurs. Vous allez bien, j'espère? Alhamdulillah. Super. Je vais très bien. D'accord, donc je donne la possibilité à chacun de vous de se présenter. On peut commencer par M. Kone. Pouvez-vous vous présenter? Qui est M. Kone? D'accord. Je me nomme M. Kone Cheikh El Mokhtar. Je suis le recteur de l'ISC Business School. Je suis gestionnaire spécialisé en marketing. Parallèlement, je suis également à l'AEPS où je suis le commissaire chargé à la communication. L'AEPS, c'est l'Association des établissements privés de l'enseignement supérieur du Mali, qui est la fêtière des universités privées ici au Mali. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien compris. Monsieur Savané. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Savané Abba. Je suis le Regional HR Manager de BIA pour le cluster 1. BIA, c'est une société qui intervient dans le domaine des mines pour la vente et les services après-vente. D'accord. Voilà. Ok, super. Donc, comme je le disais tantôt avec vous aujourd'hui, on va parler de comment il faut encourager les entreprises à s'investir un peu plus dans la formation qu'on donne dans les universités ou autres écoles. Voilà. Donc, déjà, selon vous, je vais poser la question à vous deux. Quelles sont les véritables difficultés, donc à M. Savané un peu plus, quelles sont les difficultés de recrutement, surtout dans votre secteur d'activité? Les difficultés, évidemment, il y en a, parce qu'il faut trouver le bon profil. Certains diront le bon profil, c'est quoi? Un profil, d'abord, c'est dans le secteur minier, c'est ce qu'on appelle le pick and play. C'est un profil qu'on trouve aujourd'hui et demain qui rentre dans la production, qui nous aide à avancer. Donc, trouver ces profils-là aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que, vous savez, le domaine minier, c'est avec des normes aujourd'hui, il y a des exigences qui font que trouver ces profils, ça prend du temps. Et très souvent, quand nous recevons même des profils qui, peut-être à sortir de l'école, on estime qu'ils sont de bon niveau, ils doivent passer par la case formation à notre niveau. Essayer aussi de leur expliquer un peu plus les process au sein de l'entreprise. Donc, ce n'est pas très facile de trouver quelqu'un qui tout de suite arrive et s'il ne vient pas quand même d'une autre entreprise du même domaine, ce n'est pas évident. D'accord. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver les profils. D'accord. Ok, une autre question rapidement. Les jeunes finissants ont des difficultés à avoir un emploi. C'est un fait et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. De plus en plus, les jeunes ont des difficultés à trouver un emploi. Pourquoi selon vous? Monsieur Kone peut commencer. D'accord. Pour moi, la responsabilité est à 3 niveaux. Moi, j'appelle ça les triptyques. Responsabilité numéro 1, ce sont les parents. Responsabilité numéro 2, ça peut incomber à l'établissement d'accueil. Et la responsabilité numéro 3, c'est le concerné lui-même. Voilà. Donc, certains n'arrivent pas à avoir de l'emploi parce qu'ils ont fait un mauvais choix d'orientation. Vous êtes à la maternelle, les parents font leur mieux, ils vous amènent dans une maternelle, on ne vous demande pas votre avis. Sûrement pareil pour l'école primaire, école fondamentale. Mais déjà à partir du lycée, c'est un jeune ado qui dit « Papa, je préfère tel lycée ». Et assez souvent, les parents ne s'y opposent pas s'ils estiment que le lycée-là est un lycée digne de ce nom. Donc, a fortiori à l'université, vous devrez faire des recherches. Aujourd'hui, on est en 2022, en plein 21e siècle. Vous devrez faire des recherches pour savoir la filière où vous êtes en train de vous orienter, qui sera la filière de votre carrière socio-professionnelle. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est en adéquation avec votre rêve, s'il le faut? Et même si c'est votre rêve de devenir médecin, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir le faire? Donc, il y a une introspection à ce niveau-là. Il y a même un bilan de personnalité à faire avant de vous mettre dans une filière ou autre. Donc la responsabilité pour de vrai incombe à l'intéressé lui-même.
Ok, donc pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes font un mauvais choix de filière dès la base. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément de boulot quand ils finissent. C'est un des facteurs, mais ça peut pas tout ne peut pas se résumer à cela. J'ai un ami qui nous a une fois dit au grain à l'époque, c'était en 2002 d'ailleurs, donc il y a 20 ans, pendant que beaucoup de jeunes étaient en train de boire les thé, pourquoi vous ne travaillez pas? Ils disent qu'ils n'ont pas eu de boulot. Il leur a répondu, chercher du boulot, être à la recherche d'emploi est un emploi. Vous vous levez à 8 heures, vous rentrez à 16 heures. Vous vous dites peut-être aujourd'hui, je vais à la zone industrielle et je pars avec 20 CV. Après demain, je pars à l'ACI 2000, je pars avec 20 CV. Okay. Beaucoup n'ont pas compris ça. Donc, ils sont dans les solutions de facilité. C'est aussi un des facteurs. Ok, d'accord. Moi, je suis d'accord. Je ne peux pas dire que je suis d'accord, désolé. Mais est-ce que les formations même qui sont données dans les universités privées et autres, parce que aussi, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a les besoins des entreprises. Mais qu'est-ce que les universités, les formations qui sont données dans les universités, est-ce que ça correspond aux besoins des entreprises? Si c'est l'université privée, la question ne se pose même pas. Parce que là, le verdict va tomber de manière implacable. Okay. Les universités privées ne peuvent pas servir d'usine à chômeurs. Ce n'est pas possible. Parce que les universités privées sont là, répondant à une règle de base, le marché de l'offre et de l'emploi. La plupart des universités privées sont en train de s'engouffrer dans les brèches que l'État n'a pas pu occuper comme il faut convenablement. Donc les universités privées sont des réponses à des besoins constatés sur le terrain. Donc a priori, ça ne devrait pas se passer dans les universités privées. Monsieur Savané, pourriez-vous dire qu'aujourd'hui, sincèrement, vous pensez qu'aujourd'hui, les formations que les universités donnent à ces étudiants-là, est-ce que ça répond aux besoins de vous? Par exemple, vous représentez une entreprise. Est-ce que ça correspond à vos besoins? Nous avons plusieurs secteurs, je dirais ainsi, secteurs d'activité. Donc, il y a certaines formations qui répondent clairement à nos besoins. Je peux citer des cas où, quand les commerciaux qui arrivent dans nos établissements, on se rend tout de suite compte que ça répond à nos attentes, la formation, que ce soit les curriculums qui sont enseignés, ils répondent aux besoins du marché. Mais vous allez voir d'autres secteurs où, par exemple, concrètement au niveau de la mécanique, vous avez besoin de quelqu'un spécialisé en rénovation moteur. Dans certains domaines spécifiques, vous voyez clairement que ça ne répond pas. Aujourd'hui, quand vous regardez, je vais être plus factuel, dans nos écoles de formation, que ce soit au Centre Père Michel, que ce soit à l'IFP ou autre, on nous envoie des électriciens. L'électricien qui fait électricité auto ou l'électricien qui fait électricité bâtiment, ce n'est pas idéalement ce qu'il nous faut très souvent au niveau des entreprises qui interviennent au niveau des carrières surtout. Ils ont plus besoin d'électriciens d'engins lourds. Donc, quand ils arrivent, nous sommes obligés maintenant de passer d'abord par ce que j'avais dit précédemment, la case formation, pour essayer de leur expliquer comment ça se passe au niveau de ces équipements peut-être qu'ils n'ont même jamais vus. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là. Et puis même la plomberie, c'est un domaine plus exigeant, comme je l'ai dit, parce que nos gens sont formés sur des choses pas forcément qui répondent à l'attente des sociétés minières. Donc moi, je pense qu'il y a un problème en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Et comme l'a dit si bien dit M. Koné, souvent, on a l'impression que les gens partent juste à l'école pour aller à l'école. Est-ce qu'au bout du compte, on a un peu pensé qu'on va à l'école pour au finish avoir un emploi? Quand vous allez juste à l'école en voulant être médecin, avocat ou autre, alors que ce ne sont pas des secteurs forcément porteurs d'emploi, vous bottez en touche. Vous allez vous retrouver au chômage. Et ce n'est pas seulement le cas du Mali. Nous intervenons sur d'autres pays où il y a cette réalité. Beaucoup de jeunes sont là, mais ils ne répondent pas aux besoins du marché de l'emploi. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'au Mali, la question est posée à vous deux, mais est-ce qu'au Mali, les employeurs s'investissent dans la formation comme dans les universités? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se rapprochent des universités pour dire que, par exemple, nous, on peut avoir besoin de ce genre de... Les formations que vous devriez, par exemple, donner, est-ce que ça se fait? Alors, allez-y. Moi, je pense que de plus en plus, on va vers ça. C'est comme le marché de l'offre et de la demande. Vous voyez,
Évidemment, M. Koné serait très content qu'au sortir de l'école, que tous ses élèves étudiants aient tout de suite le premier emploi. 100% de taux d'employabilité, c'est l'idéal. Oui. Donc, nous avons besoin de tel ou tel profil, de telle formation, de tel curriculum à dispenser au niveau de l'école. Aujourd'hui, ça commence à aller. Les employeurs se rapprochent de certaines écoles pour dire, ben, écoutez, quand vous nous envoyez des gens, ils viennent d'abord en immersion, hein, souvent, ou en stage. On remarque quand même qu'il y a des insuffisances sur tel ou tel aspect de la formation. Et là, nous pouvons donner conseil au recteur ou au directeur des études. Ben, c'est souvent peut-être pris en compte par certaines écoles, mais pour les écoles publiques, c'est un peu plus compliqué. Voilà. mais ce qu'on est, ça existe chez vous, par exemple, à Business School. Est-ce que ce système-là, ça existe? Le fait que vous allez vers ou bien l'employé vient vers vous pour dire, bon, on aura plus besoin de ce genre de profil, bien les formations, vous devrez aller vers ce type de formation. Est-ce que ça existe? Alors, nous sommes dans la proactivité. Nous n'attendons pas qu'ils viennent vers nous. Chaque année, nous faisons un sondage. Nous avons un directeur marketing chargé des relations extérieures et de la prospective chez nous qui essaie de voir quels sont les secteurs, les créneaux les plus porteurs. Donc, pas plus qu'en octobre dernier, nous étions dans un pur brainstorming pour se demander est-ce qu'il faut ouvrir la finance islamique. Mais quand on a fait un sondage, on a appelé au moins 5 directeurs des ressources humaines d'au moins 5 banques au Mali. Tous nous ont dit que seul Coris Bank fait la finance islamique. Donc, après réflexion, nous avons jugé pas trop opportun de se lancer dans la finance islamique. Mais ce qu'on nous a fait, l'introspection nous a donné comme résultat également, c'est que le développement durable devient extrêmement pertinent. Et quel que soit le domaine. Donc nous venons de lancer récemment ce développement durable-là. Voilà. Donc nous n'attendons pas qu'ils viennent à nous. Et nous sommes très proactifs, nous sommes permanemment sur le terrain. Pas plus qu'hier, nous étions à la semaine de la marque au CEMAPI. Demain aussi, nous serons là-bas pour la clôture. À chaque fois qu'il y a, la journée des banques et établissements financiers, quand il y a la FEBAC, etc., la journée industrielle de l'Afrique, nous allons et nous approchons de tous les stands, nous cherchons à rencontrer leurs directeurs marketing, leurs DG, leurs DGA, pour leur demander quels sont leurs besoins et pour pouvoir s'y adapter. C'est ce que je disais à l'entame de mes propos. Nous, c'est de manière implacable. Soit tu réponds aux besoins des gens, auquel cas votre utilité devient pertinente, ou dans le pire des cas, vous allez mettre la clé sous le paillasson. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous donner le luxe de former des chômeurs. On ne peut pas. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est pour vous, ça concerne, je crois, Business School, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous sommes dans cette démarche qualité-là. D'accord. Ok, mais je pense aussi que M. Savané disait tout à l'heure que de plus en plus, les employeurs vont vers ce système de management pour aider plus les écoles à former plus les gens dont ils ont besoin. Mais je suppose que ce n'est pas quand même toutes les entreprises qui le font. Il y a des entreprises peut-être qui se contentent juste de ce qui est là, qui ne cherchent pas forcément à aller vers les entreprises, ou bien ils cherchent même très souvent à recruter dans d'autres pays. Voilà. Oui, ça amène un peu ces cycles vicieux de débauchage abusif ou autre, tu vois, dans les structures. Alors que, à long terme, la meilleure stratégie serait tout de suite d'accompagner depuis l'école. Il y a des entreprises qui le font. D'accord. D'accompagner depuis l'école, de rapprocher M. Koné, d'autres recteurs ou directeurs des études, de savoir les meilleurs profils, déjà depuis la 3e ou 4e année, c'est-à-dire 2 ou 3 ans avant la fin du cycle, inviter les meilleurs en immersion au niveau des entreprises. Et il y a certaines entreprises qui vont jusqu'à payer, à financer certaines, les meilleures, certaines formations en interne. Et pourquoi pas même proposer des bourses d'études pour de perfectionnement. D'accord. Parce que c'est ça qu'il faut, pour moi, c'est le challenge. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester et perdre assez de temps à trouver des bons profils. Et alors que quand vous accompagnez depuis le niveau scolaire, il y a une certaine aussi loyauté. Dès que la personne est formée et qu'elle arrive dans la structure, c'est vrai que elle devient plus performante, plus engagée pour la structure que quelqu'un que vous allez trouver chez le concurrent qui vient, qui est juste là peut-être pour, tu vois, l'engagement, je dirais l'engagement pécuniaire, il est juste là pour l'argent.
Alors que la personne qui sait que l'entreprise m'a accompagné depuis le bas âge, depuis l'école, jusqu'à encore payer pour ma formation, ben, évidemment que... Il est fidélisé à vie. Voilà. Mais fidéliser à vie, ça reste à prouver. Hein. C'est vrai, parce que est-ce que ça peut pas aussi être le frein pour peut-être certaines entreprises qui peut-être souhaiteraient effectivement ce que vous avez dit, accompagner certains, les meilleurs surtout, jusqu'à ce que demain ils puissent travailler dans ces entreprises-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi des entreprises de dire que je forme cette personne, demain une autre personne peut venir me la prendre? Est-ce que ça ne peut pas être un frein pour certaines entreprises, par exemple? Non, généralement, il y a des garde-fous en cela. Hein. La législation le permet. Il suffit juste, quand vous financez la formation de la personne, qu'elle s'engage quand même par écrit à rester chez vous un certain nombre de temps. Voilà. Ça varie selon des structures. Il y a des structures qui vont exiger une prestation pendant 3 ans, certaines 5 ans. Donc, mais quand même, les gens s'entourent de garde-fous pour ne pas être perdants au bout du compte. Personne ne va former quand même pour une autre entreprise. D'accord. Je tiens à ajouter que les entreprises font de la RSE. Donc même dans le cadre de la RSE, nous, on organise chaque année ce qu'on appelle le grand concours d'excellence des bacheliers. Il y a des entreprises qui nous accompagnent. Donc, il y a les cas où c'est des sponsoring, il y a des cas où c'est du mécénat. Donc, quand c'est du mécénat, ils forment ces jeunes-là. Comme on le dit en Bambara, fils Abililaï. S'ils souhaitent venir travailler chez eux, tant mieux, mais s'ils ne souhaitent pas, ils ne les attachent pas. Donc, cette formule existe et ça existe d'ailleurs chez nous. D'accord. Vous, monsieur, je vais maintenant m'adresser à monsieur Koné. Quelles actions concrètes vous menez, par exemple, pour que vous soyez sûr que vos étudiants, quand ils finissent, ils sont quand même recrutés directement? Parce qu'il y a beaucoup quand même de chômeurs, il y a beaucoup de diplômés qui finissent mais qui ne trouvent pas du boulot. Est-ce que vous, par exemple, vous avez la certitude que quand vous finissez de former vos diplômés, est-ce qu'ils arrivent à avoir automatiquement un emploi? Ok. Il y a plusieurs catégories d'étudiants, quelle que soit l'université du monde. Il y a les bons, il y a les passables, il y a les moins bons, et il y a les brillants, et voire même les excellents. Les excellents, chez nous, on les appelle la race des best of the best. Ceux-là, ils n'ont aucune inquiétude. Déjà, quand on commence à publier sur notre page Facebook, qui est très très suivie, pour dire que voici à l'issue ou à l'entame plutôt à l'issue de l'année académique 2020-21, les guerriers du temple du savoir-être, voici son nom, elle est venue ici, voici ça. On met tout le profil. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui disent, ah, cette personne, ce profil m'intéresse, on veut bien que vous nous l'envoyez pour un entretien et tout ça. Ça, c'est un des aspects, la page officielle même de l'école. Il y a un autre aspect qui est là. Nous avons au sein de notre business school les clubs entrepreneuriat. Les clubs entrepreneuriat, ce sont les étudiants eux-mêmes, mais ils ont vocation à faire des visites d'entreprise, à inviter des personnalités émanant du monde du business pour venir animer des conférences. À chaque fois que ces personnes viennent, ils détectent des talents, ils en amènent. Est-ce que vous voyez? Donc, une des contributions, c'est l'école elle-même. Aussi, on a une direction marketing chargée de l'insertion socio-professionnelle. Donc, à mon avis, 80% arrivent à s'en sortir. Mais il y en a certains qui, par eux-mêmes, leur comportement ou leur engagement, ne les prédisposent pas tout de suite à vouloir un emploi. J'ai l'impression que certains, à l'issue de leurs 5 années de formation, veulent une année sabbatique. J'ai eu à appeler des gens pour dire que j'ai quelque chose pour vous. Ils me disent, ah, je dois aller au Canada. J'ai dit, c'est pour aller faire quoi encore? Ah, je vais apprendre l'anglais. Ah, je vais aller au Ghana. Ah, je vais ceci. Donc, moi, personnellement, Joliba TV, où nous sommes, a recruté des gens chez moi, pas plus que la semaine dernière. Il y en a même une qui allait désister. J'ai dit, non, on va discuter, on va trouver les angles et la personne va venir commencer la semaine prochaine. Donc, moi, en tout cas, ISC Business School, nous ne sommes pas à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Ok. Mais vous n'êtes pas à ce niveau, mais il y a d'autres écoles qui sont dans ce cas, par exemple. Selon vous, quelles sont les actions que devraient mener ces écoles-là pour quand même réduire le taux de chômage? D'accord. Pour moi, il y a un aspect dont on n'est pas en train de parler. Okay. Et j'appelle ça le changement de paradigme. Okay. Il y en a qui ne sont pas nés pour être employés aussi haut. D'accord. Moi, je pense que certains sont nés pour être des employeurs. Et nous sommes aussi dans cette démarche. C'est une des solutions pour nous. Ça veut dire quoi? C'est l'entrepreneuriat. L'arrêté 2012, 15-16 et 15-15 du 11 juillet 2012, signé par le ministre de l'époque, Aruna Kanté,
n'exige absolument pas des universités privées de faire, ou même publiques d'ailleurs, de faire ce qu'on appelle une soutenance en licence professionnelle. Mais nous, à ISC, nous exigeons. Vous ne verrez pas la couleur de votre talisman de diplôme si vous ne passez pas par la case soutenance. Et ces soutenances, comment ça se passe? À l'époque, il y a 20 ans, on les obligeait d'aller dans les entreprises pour aller faire des stages. Mais il y a tellement d'écoles maintenant que les entreprises ressignent à signer un partenariat exclusif avec une seule école. C'est quasiment pas possible. Quand vous partez à Orange, il y a au moins 15 personnes venues du Canada, d'un peu partout. Donc la solution que nous avons trouvée et qui fait cas d'école aujourd'hui, parce que d'autres commencent à nous imiter, c'est de mettre ces jeunes-là, 5 par 5. On les dénomme par groupe Kaï Koulikoro Ségou. Dans les 5, il y a 2 peut-être en marketing, un en finance, un autre en informatique, réseau télécom, un dernier peut-être en communication. Ces 5-là, ils vont prendre ce qu'on appelle un projet tutoré sur l'entrepreneuriat et lancer un business. On fait appel à l'API, Agence pour la promotion de l'investissement, etc., pour venir les donner les clés. Et ils ont des coachs. Donc ainsi, ça fait que ça résorbe le taux de chômage. Il y a 2 personnes qui ont eu la bourse Tony et Nomoulou pour pouvoir lancer leur business. Il s'agit du promoteur de la banque UBA. Donc là aussi, c'est une des solutions pour lutter contre le chômage. Donc pour vous, il faut que de plus en plus les jeunes aillent vers l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'il y en a qui sont dans des multitudes de stages. Ça fait 5 ans que je suis en stage. Tu dis, bon, viens commencer par un stage. Ils disent, ah, monsieur, je suis fatigué des stages. Voilà, donc c'est aussi un peu ça, parce que y a des entreprises, ça frôle un peu le machiavélisme. On les exploite 6 mois de stage. Après, avant que 6 autres mois n'arrivent, on les libère. On dit, bon, une est allée accoucher, viens faire des... dans ce cas. Non, mais 6 mois de stage, c'est dans le but de former si cette personne vient de sortir de l'école qui n'a aucune expérience pratique. Oui. Vous ne pensez pas que les 6 mois peuvent apporter quelque chose à ce dernier? Si, je pense que ces 6 mois sont utiles. La preuve, moi je leur dis, ça vaut mieux que d'aller rester à la maison et regarder Canal et Nolou toute la journée. Oui. Et ils disent que nous sommes exploités, parfois surexploités. Je dis, même toi tu exploites ta maman, ta bonne, qui paye ton école et tu restes à la maison à utiliser le courant, les gaz et tout le tralala. Oui. Donc chaque tâche a son côté positif. Et anyway, je les encourage à aller s'ils ne se lancent pas par eux-mêmes dans l'entrepreneuriat. Mais nous, notre credo maintenant, de plus en plus, c'est d'abord l'entrepreneuriat ou éventuellement chercher à être employé. Même si c'est à la Banque mondiale, on pense que c'est l'entrepreneuriat qui a le plus gros mérite. D'accord. Voilà, c'est une vocation. J'ajouterais ok, allez-y. C'est évident ce qu'il dit. Hein. Il y a des abus dans le milieu, c'est-à-dire que plus d'entreprises aujourd'hui, certaines entreprises ont tendance à faire beaucoup plus de stages, hein, faire passer les nouveaux sortants à faire beaucoup plus de stages. Et c'est la législation qui le permet, hein, jusqu'à 2 ans. Oui. Mais c'est abusé. Moi, je pense que si un profil, après 6 mois, fait ses preuves, il faut lui donner un contrat. D'accord. Voilà, sincèrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on exploite, quoi. D'accord, ok. Voilà. Monsieur Savané, ok, je vais revenir aussi encore vers vous. Déjà, pourquoi est-ce que les employeurs, parce que ça c'est le cas, c'est ce que les candidats à la recherche d'emploi pensent, ils disent que les employeurs préfèrent recruter les jeunes qui sont très expérimentés et laisser ceux qui viennent, par exemple, les finissants. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas la chance aux jeunes qui viennent de finir d'intégrer directement l'entreprise et d'être formés afin par exemple, de devenir plus tard? Nous les faisons, je ne le cache pas, et bien pas encore au Mali parce que pour le moment, on est une filiale qui grandit, mais comme je l'ai dit, ayant une fonction régionale, j'ai quand même une vue sur pas mal de pays. Et au Sénégal, on a un centre de formation et on est en coopération avec le centre Sénégal-Japon, un centre de formation professionnelle. Et ici, on est en partenariat aussi, on a une convention avec le centre Père Michel parce que nous intervenons plus, comme je l'ai dit, dans les services, sur les engins miniers. Donc, mais nous recrutons, je peux dire, en une année, hein, nous avons eu 4 stagiaires. Hein. Ça peut paraître quelque chose de pas signifiant pour certaines personnes, mais pour une entité qui vient de commencer, quand vous avez 4 stagiaires sur un effectif de 15 à 18 employés, moi je trouve que c'est important. Et comme je l'ai dit, c'est dans l'optique de les fidéliser, de les aider à grandir, que d'aller très souvent, et
des collègues ou autres ne vont pas me contredire sur ça. Quand vous avez des jeunes qui arrivent, qui sont formés comme stagiaires et autres, vous avez moins de problèmes quand même d'ordre social à gérer avec ça que quand vous avez des anciens qui arrivent de chez les concurrents et autres. Hein, c'est des revendications qui peuvent atterrir sur la table après 6 mois, après 1 an. Donc nous sommes plus quand même, nous donnons beaucoup de place comme on appelle, au recrutement de ces jeunes, des possibilités de stage au niveau des BIA. D'accord, ok. Je vais poser la question rapidement à vous deux. Selon vous, comment il faut-il encourager les entreprises à s'impliquer un peu plus dans la formation? Comment il faut les encourager? C'est vrai qu'on leur dit ce qu'ils ont au retour comme avantage, mais comment est-ce qu'il faut les emmener à aller vers ce système-là? Je commence? Allez-y. Pas de souci. Bon, on n'a plus trop de temps, on va aller rapidement. D'accord. Sur le bulletin de salaire de chaque employé au Mali, c'était exigé, il y avait la TFP, taxe sur la formation professionnelle. Cette taxe a disparu. J'ai même été faire une investigation au FAFPA, les fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Donc eux, ils avaient un budget très colossal qu'ils devraient utiliser pour accompagner les jeunes dans la formation et même les moins jeunes, c'est-à-dire tout le monde. Parce qu'il y a des reconversions, il y a des recyclages. On n'est pas en 1960. Les mécaniciens qui pouvaient réparer une 190 ne peuvent plus toucher à une Mercedes qui a été créée en 2020. Ce n'est pas possible. Il n'a pas l'outil, il n'a rien pour ça. Donc eux, ils m'ont dit, à vous d'aller investir au besoin. D'après ce que j'ai compris, que la taxe a été supprimée. Donc ils n'ont plus les moyens d'accompagner les entreprises à former leurs jeunes. Ça, cet aspect m'a choqué. J'ai dit, mais comment c'est arrivé? Ils m'ont dit que c'est arrivé à cause du patronat. CNPM, Conseil national du patronat du Mali. J'ai dit, mais pourquoi cela? Ils ont décidé qu'ils ont trouvé à l'époque que, sans langue de bois, hein, que la taxe pour la formation professionnelle profite mieux aux métiers non structurés, c'est-à-dire au secteur informel qu'au secteur formel. Que donc un président du Conseil malien du patronat a mis comme condition de son soutien à l'élection des présidents IBK de suspendre cette taxe dont les entreprises ne veulent plus, parce que ça ne leur profite pas. Je pense que c'est là-bas le réel problème. Si vous devrez refaire une telle émission, je vous prie d'inviter les FAFPA. D'accord. Ok? Ça sera plus ce n'est pas tout. Ensuite, j'ai compris là-bas qu'il y a certaines entreprises qui payent la taxe pour la formation professionnelle. Plus de 80 millions par an. Mais ces entreprises-là ne sont pas intéressées à former des jeunes. Je dis, mais attends, tu vas payer la taxe, une obligation légale pour former tes jeunes, mais tu ne veux pas que ces jeunes-là soient formés? Oui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est hyper bien formé, il a des tendances et des velléités sur les salaires. Donc, il peut vouloir exiger plus. Donc, ils disent, voici l'argent, on est quitte. Ok, voulez-vous qu'on organise une formation pour vous, où et quand? Non, c'est bon. On a juste payé, le reste, c'est plus votre problème, on a déjà payé. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'il faut revoir si on veut que la formation soit mise en valeur dans ces pays-là. Voilà. Et puis, une dernière chose, j'ai constaté aussi que ça n'a rien à voir avec eux forcément. Les gens vont aller faire souvent certaines formations au Maroc, certaines formations en France, que nous pouvons faire sur place. Nous avons les ressources humaines pour ça. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Merci beaucoup, on a les monsieur compétences. D'accord. Monsieur Savané, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose rapidement pour encourager les entreprises à aller un peu plus sur ça. Moi, je pense qu'il peut y avoir une volonté politique derrière, hein, c'est-à-dire accorder des facilités à des entreprises qui ont des plus grands quotas de stagiaires ou qui donnent l'opportunité quand même à des jeunes qui viennent d'être diplômés. Et pourquoi pas, sur certains pays, on accepte que ces jeunes viennent en stage, mais une partie de la rémunération, ou même la totalité, est prise en charge par l'État. On sait bien que ce n'est pas le salaire, c'est souvent juste quelque chose au-dessus du SMIC. Qui peut être payé à des stagiaires 50, 100 000 francs CFA, pas plus que ça. Et c'est peut-être quelque chose qui peut motiver beaucoup plus d'entreprises à recevoir des gens quand même qui ne sont pas tout de suite productifs. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci. Passons maintenant aux astuces.
Ok, donc aujourd'hui, comme astuce, c'est comment il faut gérer la pression du travail. Très souvent, on a tellement de choses à faire au travail, on n'arrive pas forcément à gérer la pression. Donc déjà, le premier point, c'est de faire un diagnostic. Il faut essayer de déterminer qu'est-ce qui est la cause de cette pression-là. Quand vous savez, peut-être que quand je fais tel boulot, je suis un peu plus sous pression, mais peut-être je n'arrive pas à faire 4 tâches en même temps. Ça me met un peu plus de pression. Donc, quand vous avez déterminé la cause maintenant, il faut prendre du recul et déléguer les tâches. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire tout vous seul. Ce n'est pas possible. Donc, il faut soit déléguer les tâches, soit à son assistant ou bien à son collègue qui est là pour pouvoir mieux respirer, pour pouvoir prendre un peu plus sur vous. Et faire aussi des pauses, c'est très important parce que d'autres personnes, quand ils sont en train de travailler, ils s'asseyent toute la journée, ils sont assis sur le boulot, ils ne se lèvent pas, ils ne vont même pas aller voir le collègue. Souvent, c'est important. Juste se lever de son siège, et aller soit discuter un peu avec le collègue ou bien aller prendre une pause café ou bien faire quelque chose. Au moins, ça permet de prendre du recul sur le travail que vous êtes en train de faire. Ça permet aussi de vous détendre un peu. C'est important. Et éloigner aussi surtout les sources de déconcentration. C'est vrai, il faut éloigner les sources de déconcentration. On pense que chaque personne se connaît mieux, c'est ce qui peut vous déconcentrer. Donc, il faut arriver à gérer un peu les sources de déconcentration pour arriver à gérer la pression. Et c'est détendre, comme je le disais, en dehors des heures de travail. Quand vous avez fini le travail, prenez le temps pour vous. Faites tout ce que vous pouvez pour vous détendre, pour être mieux. Je pense que quand vous faites tout ça, vous êtes plus productif que quand vous êtes toujours axé sur le travail. C'est très important de chercher à se déconcentrer, de chercher à prendre du temps pour soi. Ça permet d'être très productif dans le travail. Donc, c'était tout pour les astuces aujourd'hui pour gérer la pression du travail. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous. On m'informe qu'on a dépassé totalement l'heure, mais ce n'est pas grave. Merci à M. Koné pour vos différentes interventions. Je pense que pour tout ce que vous avez dit, je pense qu'à travers vous aussi, d'autres écoles prendront aussi des mesures pour pouvoir aussi aider leurs jeunes diplômés à plus s'engager, à être plus productifs aussi, à chercher l'emploi qui correspond à ces étudiants-là. Merci à vous. Je vous en prie. On espère vous revoir sur le plateau de Mag Emploi. Merci également à M. Savané pour vos différentes aussi interventions. Vous avez donné des conseils à ce jeune diplômé aussi. Comment il faut chercher l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ici. À ces entreprises aussi qui nous suivent, comment il faut faire aussi pour s'impliquer un peu plus dans la formation des jeunes aujourd'hui. Merci également à vous d'être venus sur le plateau de Mag Emploi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci également à notre équipe technique, à Augustin, à Vincent, Lamine et autres. Merci de nous soutenir toujours pour cette émission Mag Emploi. Sans oublier nos fidèles téléspectateurs qui sont toujours avec nous chaque mercredi à 20h. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.